Bonsoir et bienvenue sur Me As Me TV. Salut Antoine, qu'est-ce que c'est que ce nom de Mirasmi TV? Tu nous fais un Me style? As Me TV. Mirasmi TV? Bah écoute, j'ai été au concert des Pixies là ce mercredi. D'ailleurs, vous étonnez pas si vous voyez plein de vidéos en ce moment sur la chaîne, c'est parce que je vous partage des petites captations que j'ai pu faire. Et puis j'ai discuté avec le groupe de la première partie et qui ont vu, parce que j'ai mon t-shirt Miasme TV, et qui me font Me As Me TV. Mais qu'est-ce que c'est? Et voilà. Comme quoi, tout est une histoire de perception. Mirasmi TV, yes. Ouais. Vous êtes sur Moi comme moi TV. Voilà. En tout cas, c'est la 40e de Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Et puis, eh bien, ce soir, on va revenir sur une fréquence de 4 news. Ça y est, le magazine étant sorti, je suis un peu plus libre. Et puis, j'ai reçu aussi, vous savez, on vous en avait parlé, ceci. Ouais, dans le Jérôme. Mimi 36, la fameuse pièce de 25 € autrichienne. Ça y est, tu l'as reçue. Ouais. Bon, elle est super belle, mais ils l'ont mise dans une espèce de boîte qu'on ne peut pas ouvrir, ce qui fait que je peux même pas la toucher, ça m'énerve. Je peux pas ouvrir la boîte. C'est complètement scellé, voilà. Mais c'est une très jolie pièce, mais il paraît que ce serait pas la première. Non, t'as raison, Antoine. C'est pas la première du genre, non. J'en ai vu passer une dans mes petites recherches dans l'insolite. Y a pas, c'était la semaine dernière. J'ai vu passer cette pièce. Tu peux nous partager la photo, Antoine? C'est celle-ci. Ouais, elle est belle celle-là, hein. Mmh. Elle est pas mal. Donc c'est le journal Newsweek qui a partagé cette info. Donc en fait, c'est un numismate américain, un amateur de vieilles pièces de monnaie, qui a trouvé cette étrange pièce, voilà, avec ce visage de, c'est un beau petit gris, on va dire, peut-être un grand petit gris, je sais pas, mais un beau visage extraterrestre gravé sur cette pièce. Alors, il a expliqué au journal en fait qu'il inspectait un grand sac de monnaie pour rechercher des pièces de 25 cents, pardon, plus anciennes à forte teneur en argent. Toi, Antoine, 25 cents, hein, nous les 25 €. Bon, pourquoi toujours ce 25? Étrange. Et du coup, il explique que dans un des rouleaux, il a été immédiatement surpris par une pièce étrange représentant le buste d'un extraterrestre. Elle contrastait fortement avec le buste de Washington présente sur les autres pièces. Ouais, tu m'étonnes. Alors, bon, vous voyez, un beau visage d'E.T., mais moi, ce qui m'a vraiment intrigué, c'est la date. La date qui figure sur cette pièce, et puis aussi l'origine de cette pièce, hein, d'où est-ce qu'elle vient. Donc, comme vous pouvez le voir, elle date de 1937. Alors, il faut savoir que aux États-Unis, entre 1913 et 1980, il y aurait eu plus de 200 000 pièces de monnaie, ce qu'on appelait des monnaies clochards. Donc, chaque pièce serait l'œuvre créée par des sans-abri. C'est pour ça qu'on appelait ces pièces clochards, hein. Les pièces étaient souvent fabriquées en modifiant les pièces existantes à l'aide de couteaux ou d'autres outils. Voilà, c'est ce qui serait expliqué sur l'origine de cette pièce. Donc bon, l'identité de l'artiste, hein, ça reste un mystère. Mais moi, ce qui est très étrange, comme je vous le disais, c'est surtout cette date de 1937. Est-ce que tu sais, Antoine, la première fois dans l'histoire de l'ufologie, quand on a fait référence justement à ces petits gris avec ces têtes, comme on peut voir gravées sur cette pièce. C'est pas 47. Figure-toi Avec que les Foo c'est... Fighters. Non, non, Avant non, peut-être. figure-toi que les petits gris, la première fois qu'ils ont été évoqués, c'était la fameuse affaire de l'abduction, pardon, de Betty et Barney Hill. Et c'était en 1961. Donc en fait, ils avaient fait des séances d'hypnose régressive pour se rappeler ce qui s'était passé pendant leur temps manquant. Et puis voilà, tous les deux avaient expliqué avoir été abductés par ce genre d'être petit, à la peau grise et avec ses yeux en amande et ce visage très caractéristique. Donc voilà, la première fois qu'on fait mention des petits gris, c'était en 1961. Et puis on a cet artiste clochard. Alors voilà, en 1937, qui aurait gravé cette pièce, donc très étrange. Mm. Puis en plus, Alors tu le sens comment toi cette pièce? Est-ce que ce serait pas un fake? écoute, je me pose des questions quand même. Je l'ai regardé de près, j'ai vraiment zoomé.
C'est une pièce qui a été moulée. Pour moi, c'est pas une pièce qui a été retaillée. Ouais. Oui, parce que le principe des artistes clochards, c'est ça, c'est qu'ils prenaient une pièce existante, et puis avec leur couteau, ils la grattaient, ils essayaient d'en faire un petit truc de personnalisé pour en faire un sous-porte-bonheur, hein, tout simplement. Parce que moi, j'ai aussi fait des recherches sur cette pièce qui m'a intrigué, et je suis tombé sur quelque chose de surprenant. C'est ici que ça se passe. Tu vois, on retrouve une pièce complètement similaire en vente sur un site un peu identique à eBay, hein, ça s'appelle Pic quelque chose, je sais pas exactement comment. Et ben voilà, moi, elle est vendue, hein, j'ai cliqué dessus, elle y est plus, elle est plus accessible. Mais ils disent que ce serait une pièce, c'est écrit ici, une pièce moderne qui aurait été créée sur la base d'une pièce en nickel de 1937. Voilà. D'accord. Effectivement, tu vois, on retrouve est basé sur la Buffalo de 1937. Et la Buffalo de 1937, tu vois, c'est celle-ci où on voit le profil de cet Indien. Voilà, que tu vois ici. Donc, est-ce que ce serait pas effectivement un artiste moderne qui se serait amusé parce que quand on voit cette pièce là, tu vois ici, qui est bien usée par exemple, où on pourrait imaginer avoir une tête d'alien, il s'est dit tiens, allez, si je faisais une espèce de gris, et pourquoi pas, parce que ça se trouve le mec qui l'a trouvé, il est complètement je veux dire innocent quoi. Il a effectivement, comme sa passion c'est d'ouvrir des rouleaux de pièces pour voir s'il n'y a pas des pièces rares dedans. Est-ce qu'un petit malin, tu vois, aurait pas créé cette pièce, glissé dans un rouleau, et puis attendu que ça se passe? À moindre valeur, et puis oui, voilà. Ouais. Pourquoi pas. Oui, mais c'est vrai que quand j'ai vraiment zoomé, moi, voilà, j'ai vraiment eu un doute sur le fait que ce soit une pièce qui était regravée. Parce que c'est du nickel, hein, t'as vu, et regarde l'état des pièces qui sont de cette époque en nickel. Eh ben, elles sont pas nickel 90 ans plus tard. Elles sont vraiment patinées. Là, c'est ça, il y avait un petit côté brillant, il n'y avait pas cette patine de vieille pièce, c'est pour ça j'ai. Tu vois, là, quand elle est complètement oxydée, corrodée par la sueur au bout des doigts, etc. Ce qui fait que... on la remontre, hein, l'autre. Oui, elle est vraiment propre, quoi. Ouais. Bah, donc, écoute, voilà, bien vu Antoine, hein, comme quoi faut pas se laisser non plus. Moi je pense que c'est une belle histoire. Peut-être qu'effectivement l'inventeur, le découvreur de cette pièce s'est fait leurrer, mais pour le coup, tu vois, je mettrai pas un billet sur la. Qu'elle soit véritablement de 1937. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, elle est aussi vraie que celle-ci. Mais bon, elle est pas mal, ouais. Moi, mais par contre, effectivement, j'aimerais bien qu'elle vienne compléter ma collection. Oui, je me suis lancé dans une collection de pièces UFO. Voilà, j'en ai une. Donc, si vous avez des pièces UFO, hein, les Mimi, prenez contact avec Antoine. Envoyez-les-nous. Ok. Bon, ben voilà pour cette pièce UFO. En tout cas, le sujet était très très sympa. Bah tiens, on va rester dans l'ufologie. Et quoi dans l'ufologie? On va passer du côté de la Lune. On va rester dans l'espace. Est-ce que tu sais ce que c'est cette chose-là? Alors, c'est un joli parasol. C'est ça? Oui, je pense que ça a pour utilité de protéger des débris de l'espace, venir abîmer ce qui est un peu plus en contrebas. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Eh bien oui, forcément. Eh bien, figure-toi que la NASA avait lancé un appel d'offres pour pouvoir implanter sur la Lune
des mini-réacteurs nucléaires. Voilà. Et donc, l'appel d'offres a été lancé il n'y a pas très longtemps, et il y a 3 sociétés qui ont répondu à cet appel. Lockheed Martin, Westinghouse et, on va l'appeler 9 en chiffres romains, qui ont répondu à cet appel et qui se proposent de fournir ce mini-réacteur nucléaire qui serait déployé sur la Lune. Et tu vois, c'est très récent, hein, la NASA a communiqué les résultats dans un communiqué de presse qui date du 21 juin 2022. Alors, il y a quand même du challenge, hein, pour mettre des réacteurs nucléaires sur la Lune, parce que la Lune, c'est la différence de température, ça va de 127 degrés au Soleil, et puis une fois que le Soleil il est de l'autre côté, ça va jusqu'à moins 173 degrés. Donc, est-ce que tu vois déjà les... Oui, au niveau des conditions et puis de la fabrication, faut que ça tienne le coup, hein. C'est ça, un peu les risques qu'il peut y avoir. Après, ils ont envoyé une boîte de conserve avec les missions Apollo dans les années 60-70. Je pense que maintenant, c'est bon, on a trouvé les techniques et les matériaux adéquats. Oui, alors effectivement, on doit pouvoir les envoyer sans problème. Alors, pourquoi est-ce qu'ils appellent ça des mini-réacteurs? J'ai lu ça quelque part, je crois que ça va délivrer 40 mégawatts, pardon, par réacteur, histoire d'alimenter une dizaine de foyers. Donc c'est pour commencer à préparer le retour des astronautes sur la Lune à partir de 2025, hein, où ils vont... ça y est, ils vont nous faire du Cosmos 99 et commencer à coloniser la Lune. Mais malgré tout, moi ça me fait peur de mettre des réacteurs nucléaires sur la Lune, hein. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'un sous-marin nucléaire français, en termes de puissance, c'est 150 MW. Donc tu vois, ça reste des tout petits réacteurs. Mais qui c'est qui va faire la maintenance? Qui c'est qui... S'il y a un problème, voilà. Et quid? C'est loin, c'est pas grave, c'est loin, c'est sur la Lune. Puis il n'y a personne sur la Lune, Antoine. Wow, ouais. Si ça pète. Tu connais ce roman, là? Je ne vois pas. La Compagnie des Glaces. La Compagnie des Glaces, ça me dit rien. De Georges-Jacques Arnaud. C'est un roman fleuve où il doit y avoir, je sais pas, une trentaine de volumes épais comme ça, où le pitch, c'est que les humains, dans un futur proche, ont décidé de déposer leurs déchets nucléaires sur la Lune. Voilà. Et puis, sauf qu'à force de les déposer, eh bien, à un moment donné, ça a eu une espèce de réaction en chaîne, ça a fait péter la Lune, qui s'est écrasée sur la planète et qui a créé, à cause des retombées de poussière lunaire, une espèce d'hiver nucléaire sur l'ensemble de la planète, où les températures ont baissé, et le seul moyen de se déplacer, c'était à travers les chemins de fer, les rails. Et donc c'est l'épopée de la Compagnie des Glaces, un très bon roman fleuve qui se lit très facilement, que je vous conseille. Mais tout ça pour dire, on l'a déjà imaginé, hein, cette possibilité de se faire péter la Lune sur le coin du nez. Il y a je l'ai vu dernièrement, Moonfall, très bon film, oui. J'ai adoré. Où la Lune se rapproche très dangereusement de la Terre, et tu vois à chaque passage l'effet par rapport à la gravité, etc. Ouais, c'est pas mal. Je vais pas spoiler le film, mais si vous l'avez pas vu, regardez-le. Très belle surprise à la fin. D'ailleurs, d'une hypothèse que je m'étais fait il y a pas mal de temps. Ça sera moi mon prochain, effectivement, mon prochain film. Ça y est, je vais enfin pouvoir regarder des films. Donc, je regarderai ça la semaine prochaine. Donc voilà, pour ce projet, en info aussi à retenir, retour sur la Lune à partir de 2025 pour les Américains, ou la communauté internationale, vous allez savoir. Mais voilà, malgré tout, les conditions de moins 170, ça soit plus 170, il faut que le matériel y tienne. Puis on verra tout à l'heure, j'aborde un autre sujet, on va parler de grand froid aussi, et tu vas voir que c'est pas si facile que ça de maintenir
du matériel électronique dans le grand froid. Bon, en parlant de matos, on va revenir sur Terminator. C'est ça. Ouais, je vais vous parler de film, Moonfall. Moi, il y a vraiment un film qui m'a marqué. Tu sais, j'en avais parlé avec Michel Rousseau sur Horus, du fait que son film Vortex avait un petit côté prophétique, moi je trouvais. Et tout comme un film moi qui m'a vraiment marqué, c'est Terminator. Donc ouais, aujourd'hui c'est la 40e de Mimi. Ça, faut savoir qu'il y a 40 ans débuté le tournage de ce film Terminator de James Cameron, qui est donc sorti en 1984. Moi je l'ai vu, j'avais 10 ans et c'est vrai, il m'a vraiment marqué. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment un film prophétique. Parce que je vous rappelle, en 1984, on ne connaissait pas Internet. On n'avait quasiment jamais entendu parler d'intelligence artificielle. Et puis, je dirais, on en était vraiment au balbutiement de la robotique, robotique humanoïde, on va dire. Et donc, je vous rappelle le synopsis de Terminator vite fait. Ça se passe en 2029. Donc, c'est une guerre qui oppose ce qui reste de l'humanité, qui a été décimée par un holocauste nucléaire, à des machines dirigées par Skynet. Skynet, donc tout un réseau, rapport à Internet. Un système informatique contrôlé par une intelligence artificielle qui a pour objectif la suprématie des machines sur les hommes. Donc Skynet renvoie dans le passé en 1984 un Terminator joué par Schwarzenegger pour assassiner Sarah Connor qui donnerait au monde justement le chef des résistants dans le futur. Enfin bon, voilà. Mais voilà, en matière de film prophétique, moi je trouve que James Cameron il a fait très fort en sortant ce film en 84, parce que aujourd'hui, je dirais que tout est quasiment en place. On a Internet, l'équivalent de Skynet, l'intelligence artificielle, et puis des robots humanoïdes. On le voit de plus en plus. Il y a plein de firmes, de compagnies qui fabriquent des robots et qui ont vraiment un aspect. Et donc, il manque juste une petite chose au tableau, Antoine. Je sais pas si tu te rappelles dans le film Terminator, quand à un moment Schwarzy se retrouve dans la chambre d'hôtel et puis se découpe l'œil parce qu'il est blessé, il se retire l'œil, il y a du sang partout et là et il s'ouvre le bras aussi, on voit toute la mécanique parce que autour de ce robot il y avait une peau humaine, je dirais naturelle avec du sang, etc. C'était vrai, il avait vraiment un aspect humain ce Terminator. Là il manquait, comme je vous dis, il manquait plus que ça au tableau mais on y arrive à grands pas. Parce que voilà, c'est des scientifiques de l'université de Tokyo qui ont publié une étude dans la revue Matter. Donc en fait, ils présentent un doigt robotique d'une peau recouvert d'une peau organique, possédant des fonctions hydrofuges et cicatrisantes. Donc ils expliquent que c'est une avancée qui peut paraître mineure, mais qui nous rapproche de manière non négligeable vers de véritables humanoïdes. Donc, comme l'a déclaré Soichi Takeshi, un des premiers auteurs de l'étude, il dit « Je pense que la peau vivante est la solution ultime pour donner au robot l'apparence et le toucher de créatures vivantes, car c'est exactement le même matériau qui recouvre le corps des animaux. » Donc, alors, ils expliquent, pour obtenir cette texture, les chercheurs ont utilisé un assemblage de cellules vivantes fabriquées in vitro et de collagène. Donc un mélange inspiré en fait des implants biologiques utilisés en médecine pour traiter des plaies comme des brûlures graves par exemple. Donc ils ont d'abord imaginé le doigt robotique, ils ont d'abord immergé le doigt robotique dans un mélange de fibroplaste dermique humain et de collagène pour reproduire l'équivalent du derme. Et ensuite ils ont recouvert le tout de kératinocytes épidermiques humains pour créer un épiderme. Et en fait, ils ont remarqué qu'ensuite le tout a rétréci lors de la solidification, entourant le doigt et formant des plis semblables à ceux de la peau réelle. Donc en plus, ils ont un petit peu poussé les études là-dessus pour vérifier la tenue et l'élasticité de la peau. L'équipe a ensuite fait faire plusieurs mouvements au doigt robotique et a de plus évalué la fonction de barrière des équivalents de peau fabriqués in vitro avec des mesures électriques et des tests de rétention d'eau. Donc là ensuite, il travaille sur des propriétés cicatrisantes. Donc parce qu'en plus de ces caractéristiques esthétiques et mécaniques, la toute nouvelle peau créée possède en plus des propriétés d'auto-guérison. Les chercheurs ont en effet placé un pansement de collagène après avoir blessé volontairement le doigt robotique. Et le pansement s'est petit à petit fondu dans la peau et l'a ainsi reconstruite. Donc là, on est vraiment, je dirais Antoine,
il manquait plus que ça hein, pour recouvrir un robot. Alors bon, là, ils essayent sur un doigt, ils vont bientôt le faire sur le bras entier, et puis après, bah, voilà, recouvrir un robot humanoïde avec cette peau artificielle, mais bon, avec toutes les caractéristiques d'une peau humaine. Voilà, dans 2029, hein, le film de James Cameron. Donc dans 2029, il y aura des Terminators qui vont se balader dans la rue, on pourra même pas les reconnaître. C'est 2029 l'arrivée de... L'arrivée, ouais. Dans 5 ans, ouais, c'est possible. Hein. François. Ok, eh bien écoute, j'espère que ça vous a donné envie de revoir Terminator. Il y en a plusieurs, il y en a 4, 5, 5 je crois. Ouais, c'est ça. C'est clair. Bon, eh bien, moi je vais t'amener dans le grand froid. Après le grand froid lunaire, je vais t'amener dans le grand froid polaire. Ça va nous faire du bien avec la petite canicule en ce moment-là. Parce que je suis tombé sur un article qui m'a surpris, qui s'intitulait de la façon suivante. Donc, pourquoi les drones ne peuvent-ils pas voler en Antarctique? Bonne question, hein. Moi ça m'a interpellé. Selon toi, pourquoi est-ce que les drones ne peuvent pas voler en Antarctique? Ah, bah, à cause du froid, je pense. Hein. Parce que les petites hélices là, voilà, si ça commence à prendre en glace. Et puis bah l'électronique et l'électronique ne doit pas aimer le froid non plus. Hein, au niveau des transmissions, ça doit moins bien marcher, je pense. C'est ça, effectivement, la première raison que l'on verrait, c'est effectivement le froid hein, qui peut atteindre de moins 10 à moins 70 degrés au cœur des terres, plus les vents qui transforment aisément le matériel en stalactites. Ça ne doit pas aider pour faire marcher ces petites machines. Alors il y a du matériel pro, hein, comme le Matrix 30 de DJI. DJI qui est une très bonne marque effectivement de drones. Même ce matériel-là aurait du mal à rester très longtemps dans cet environnement. Mais en réalité, c'est pas la raison pour laquelle il n'y a pas de drone en Antarctique. La raison, c'est que c'est interdit. C'est une organisation, l'International Association of Antarctica Tour Operator, le IAATO. C'est une organisation qui gère finalement tout ce qui se passe sur l'Antarctique, parce que tu sais que l'Antarctique n'appartient à personne. Hein, il y a des, comment dire, il y a plusieurs États qui occupent des territoires, mais oui, l'Antarctique n'appartient à aucune nation. Ça reste un petit peu comme la Lune, on va dire. C'est ça. Ça reste un petit peu comme la Lune. Donc, pourquoi est-ce que l'IAATO interdirait l'utilisation de drones sur l'Antarctique? Moi, c'est vraiment la question que je me suis posée, parce que on peut pas dire qu'il y ait foule de touristes. C'est pas comme s'il y allait avoir, tu vois, 200 drones qui se trimballent, voilà. Et puis... Est-ce qu'il n'y aurait-il pas des choses à ne pas voir, justement? Je sais pas, parce que l'Antarctique, je vous rappelle, c'est ça, hein, c'est quand même un gros cube. Un gros morceau, quoi. Un gros morceau tout blanc. Donc, voilà. Et en plus, 99% des personnes qui vont là-bas, ce sont des scientifiques qui font des études, donc ce sont des gens qui sont respectueux de leur environnement, etc. Et pourquoi diable interdire le vol des drones en Antarctique? Et moi, ça m'a fait tilt par rapport à l'article que Marie Roca a fait dans Génération, c'était dans le numéro 9 sur le sujet de la Terre creuse. Et donc forcément au bout d'un moment on arrive au pôle quand on aborde ce sujet. Et entre autres, en illustrant cet article, je suis tombé sur deux anomalies un petit peu particulières. La première, c'est celle-ci. Le temps qui fasse un peu le zoom. Tu vois, ça se passe ici. Allez, je vais essayer de m'avancer un peu. Ce truc-là, il est vraiment très 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 particulier.
Ouais, on voit un espèce de, comme une entrée de grotte avec comme C'est un ça. casque, un casque posé, tu sais, les casques de l'armée, là. Ouais, on dirait un casque de footballeur américain, là. Ouais, C'était un ouais, truc ouais. bien rond, bien lisse. Et là, Mm, une espèce de bourrelet de tarte, tu sais, comme mm, quand tu fais tes tartes, là, tu mm, fais des petits mm, mm, bourrelets comme mm. ça autour. C'est super lisse, quoi. Quand tu regardes tout autour, c'est granuleux, mais Ouais, forcément, c'est volcanique, c'est c'est de de la la roche, quoi. roche, c'est tout ce qu'on veut. Mais ça, Ah, c'est lisse comme le crâne d'un nouveau-né, quoi. ça fait à moitié un truc organique, c'est comme un champignon géant. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, ouais, c'est vraiment étrange. Ah, bon, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, Mhm. ce truc-là. Ça tourne visiblement sur le net depuis un petit moment. Et tu vois, là, c'est vraiment très très clair. Ah, ouais, ouais. Donc, est-ce qu'on voudrait pas empêcher le survol de drones de certaines zones comme ça, plus ou moins bizarres, qui seraient, alors qu'est-ce que c'est? Ça peut s'ouvrir à tous les fantasmes, hein. Et, euh, et en faisant bien justement le montage du magazine, de l'article de Marie Roca, moi je suis tombé sur un autre coin. Alors cette zone-là, c'est une zone qui est très particulière, ça s'appelle l'oasis de Bergen. C'est-à-dire que, je sais pas si tu as vu, il y a l'eau, là on est sur le lac des algues, l'eau n'est pas prise dans la glace. On est aux alentours de moins 70 degrés à l'extérieur, mais ici, même si on voit un petit peu de filet de glace, on n'est pas sur des couches énormes de glace. Mhm. Et là, si tu regardes bien, sur la côte, là aussi, il y a un truc qui est un petit peu bizarre. Tu vois des espèces de plateformes bien rectilignes, et là, une entrée, hop, si je zoome un peu, qui est bien arrondie aussi. Tu vois, là, des plateformes, là. Alors là, il y a une coupure ici de l'image. On la voit nettement là, Ouais, parce ouais, que tu ouais. sais qu'il C'est recolle les images, hein, par des raccords. On voit ça. le raccord. Mais on voit bien que c'est des plateformes qui sont mais vraiment bien rectilignes et pas naturelles du tout. On pourrait même imaginer ici, on m'a fait remarquer ici, il y a des petites boules là Ouais, qui c'est pourraient vrai. être là. Mm, mm. Et ici, voilà, c'est cette entrée en arc de cercle qui ressemble un peu à l'autre. Alors, plus je zoome, mais moins on y voit. Ça Et on pixelise. voit bien là que on voit Mhm, bien que mhm. c'est de l'arc de cercle. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, rappelle-toi, Antoine, hein, c'est l'amiral Byrd, hein, qui est allé faire une expédition en Antarctique. Et je crois qu'ils sont rentrés un Oui. petit peu la queue entre les jambes, comme on dit, et il avait déclaré longtemps après que voilà, il s'était retrouvé face à des choses qui avaient une suprématie technologique sur voilà tout le bataillon qui était parti avec cette expédition. Je sais plus, il y a eu énormément de pertes, hein. C'est Renseignez-vous sur cette expédition de l'amiral Byrd. Ils sont partis à je ne sais plus combien d'avions, de bateaux, de crues, de croiseurs, etc. Ils sont revenus avec pas mal de pertes. ouais, qui, qui, qui en plus la perte a été bien sûr cachée, masquée. Exactement. Il ne fallait pas en parler. Et puis en Voilà. plus, comme tu le disais, il y a toujours cette omerta sur l'Antarctique où toute expédition est interdite. On n'a pas le droit d'y mettre les pieds. Bon, alors ils mettent toujours en avant le fait que c'est un territoire vierge et qu'il ne faut pas le polluer. Et que c'est moi, ok, bon, à côté de ça, on autorise à aller mettre des réacteurs nucléaires sur la Lune. Ouais, c'est très bien, très bon, voilà, très bon parallèle. Parce que là, voilà, empêcher les drones, oui, alors à part avoir crainte quoi, qu'il y ait des crashs de drones tous les 2 mètres et qu'effectivement ça pollue le plastique la zone, Mhm, mais voilà, on n'y croit pas un instant. mhm. Bon, ils ont leur raison que nous n'avons point. Un petit voyage à organiser, Antoine. On se fait une petite expédition en J'adorerais. Antarctique, hein, Ah, ouais, j'adorerais. Voilà. secret quoi. C'est On dit ça. rien à personne. Je prendrai ma petite pièce au cas où, hein, Ouais, on à peut pas. permettre d'essayer des trucs là-bas. C'est ça. Exactement. Le café extraterrestre, c'est combien? Ouais, c'est ça. 25 €, c'est Ouf. C'est j'ai- Ok, ben voilà, ceci clôture notre 40e Mimi, les 40e rugissants.
Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un Mimi 41. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Jérôme, je sais pas si tu sors, mais je crois qu'il pleut en Normandie. Oui, j'avais prévu de jardiner, je crois que je vais rester à la maison. Ouais. Moi j'irai faire un petit tour du côté de Rock en Seine, il paraît qu'il y a The Offspring dimanche. Ah, ça te parle ça, non? Ouais. Peut-être qu'on le verra sur la chaîne aussi. Ouais, peut-être. Allez, bon concert, Antoine. À très bientôt. Merci, ciao à tous. Ciao à tous. Bye bye. Ciao.